évidemment, pour jouer professionnel au football, il faut que tu cours vite. T'sais, dans CFL, tout le monde est rapide. Dans NFL, tout le monde est rapide. Fait que si t'es pas vite, tu pourras pas jouer. Mathieu Bett est un joueur de ligne défensive pour les Lions de la Colombie-Britannique. Tu es le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 4 prix individuels majeurs. 2023, tu vas battre le record du sac du corps dans une saison. Dans la même année, tu vas remporter MVP défensif de la Ligue canadienne. Moi, je le voyais que si tu courais au ballon, il y avait plus de chances que tu fasses de jeu, plus de chances que tu fasses un plaqué. S'il y a un échappé qui est recouvert ou qui tombe au sol, tu peux le recouvrir. Tu t'es fait repêcher, t'es allé au Combine, CFL? Non, je suis pas allé. Non. T'es même pas allé au Combine? J'avais eu la chance, quand j'étais à l'Université Laval, d'avoir un intérêt quand même legit de certaines équipes de la NFL. Fait qu'on avait fait un pro day à l'Université Laval, tout simplement. C'est quoi les qualités principales qu'un D-line devrait développer? Get off, ce serait mon numéro 1. D'être le plus explosif en sortant du ballon, ce serait 1. Quand toi, tu te places, mettons, situation de match, c'est quoi tes cues? Qu'est-ce que tu regardes en premier? Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Game On. Je suis votre host, William Rochefort. Aujourd'hui, écoute, j'ai la chance de recevoir au podcast probablement un des meilleurs joueurs de football du Québec, qui est sorti du Québec. Impressionnant. Je reçois aujourd'hui Mathieu Bett. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment cool que tu viennes sur le podcast, que tu viennes parler de ton expérience de football et pourquoi pas, peut-être, apprendre à des joueurs d'aujourd'hui qu'est-ce que ça prend vraiment pour atteindre un niveau d'excellence. Merci beaucoup, Matt, d'être là aujourd'hui, de prendre un peu de ton temps pour participer au Game On. C'est très apprécié. Comme j'avais dit, on se disait hors onde, je te suis depuis très longtemps, en fait. T'étais à Laval, t'étais la grosse star défensive, là, j'ai envie de dire, puis t'étais un peu le gars qui a donné une autre piqûre à vouloir jouer au football, donc c'est vraiment cool de t'avoir et de te parler aujourd'hui. Comme à l'habitude, je prépare tout le temps une introduction pour mes invités, donc voici ton intro. Mathieu Bett est un joueur de ligne défensive pour les Lions de la Colombie-Britannique. Tu es originaire de Montréal. Au cégep, tu as joué pour les Spartiates du Vieux-Montréal en Division 1. En 2015, tu rejoins le Rouge et Or de l'Université Laval. Après ta carrière universitaire, tu entres dans les livres de l'histoire du sport universitaire. Tu es le seul joueur de l'histoire à avoir remporté 4 prix individuels majeurs. 2015, recrue de l'année. 2016, 2017, 2018, tu es joueur de ligne par excellence du sport universitaire au Canada. Avec Laval, tu vas aussi remporter 2 Coupes Vanier, soit 2016 et 2018. En 2019, tu es sélectionné 3e overall, first round, par les Eskimos d'Edmonton. 2019, même année, tu signes comme agent libre avec les Bears de Chicago. En 2022, tu signes avec les BC Lions. 2023, tu vas battre le record du sac du corps dans une saison dans la Ligue canadienne de football avec 18 sacs du corps. Dans la même année, tu vas remporter MVP défensif de la Ligue canadienne. En 2024, tu rejoins aussi les Lions de Détroit. Pour enfin, aujourd'hui, tu es un des joueurs défensifs les mieux payés de la CFL. Tu as une saison avec les Lions de 39 plaqués, 14 sacs, 4 forced fumbles et tu es dans la course pour être encore une fois le MVP défensif de la Ligue canadienne. Mathieu Bett, bienvenue sur le Game On. C'est un plaisir de te recevoir. Wow! J'ai juste envie de dire wow, c'est vraiment cool. J'ai lu dans quelques entrevues que tu étais quand même quelqu'un d'assez humble. Tu parlais pas beaucoup de ces affaires-là. Tu sais, un peu de ce que tu as fait, de les trucs que tu as gagnés. Respect pour ça, honnêtement. C'est vraiment cool. J'ai vraiment hâte de voir comment que tu fais pour rester justement à la top de ta forme, pour performer. Mais avant de commencer à parler de ça, j'aimerais comprendre de où ça part le football pour toi, Mathieu Bett. Oui, bien, premièrement, merci beaucoup, William, de me recevoir. Là, le plaisir est pour moi. Là, donc, j'ai bien hâte de te parler là, pour
t'encourager dans ce que tu fais, puis en espérant pouvoir aider là, ou contribuer à certaines personnes qui t'écoutent, puis dans leur parcours de football, là, peu importe lequel ce serait. Pour moi, le football, contrairement à certaines personnes, là, je sais que c'est un sport à développement peut-être un petit peu plus tardif, le football, mais moi, j'ai commencé quand j'étais très jeune, en fait. Je suis toujours un grand passionné de sport. J'ai été élevé dans le hockey, mais moi, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, là, donc au niveau titan avec les Warriors de Ville-la-Salle, le football. C'est tout simplement à l'école, il avait amené des pamphlets pour s'inscrire à l'équipe du coin avec les Warriors, avec mon école primaire. Puis moi, tout de suite, ça m'a sauté aux yeux, puis ça m'accrochait. J'essayais de convaincre tous mes amis à l'école là, de venir s'inscrire avec moi. Puis malheureusement, j'ai été le seul à s'inscrire. Là, fait que je suis allé avec d'autres personnes du quartier que je connaissais pas. Puis non, c'est ça, ça a commencé quand j'avais 7 ans avec les Warriors de Ville-la-Salle. Préalablement, mon papa m'avait amené, lui, il était employé au Collège Notre-Dame, donc dans Côte-des-Neiges à Montréal. Donc, il m'avait amené voir des parties de football, puis j'avais apparemment beaucoup aimé ça aussi. Là. C'est peut-être un petit peu loin dans mes souvenirs. Puis tout simplement, je m'étais inscrit avec les Warriors de Ville-la-Salle. Je faisais déjà du sport. J'avais déjà joué au hockey, au baseball, au soccer. Puis vraiment, c'était quelque chose qui m'avait plus accroché que les autres sports. Puis j'avais vraiment, dès la première journée, là, adoré ça. Puis j'ai jamais arrêté depuis. Assez impressionnant. Est-ce que tu serais capable de me décrire cette fameuse flamme-là que tu as eue? Je sais que ça fait longtemps, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu la vis encore. Donc... Non, ben je sais pas si je peux te le décrire, mais je me souviens de ma première pratique. Là. Tu sais, ça fait drôle à dire parce que j'avais 7 ans, là, donc en tout cas, ça fait déjà un bon bout de temps. Mais on était au Parc Riverside, au stade Keith Ewenson, puis on était dans une espèce de petit vestiaire tout en béton avec un éclairage un petit peu suspect, rougeâtre. Puis il avait tout fallu se présenter, puis c'est drôle parce que maintenant, avec BC, on fait ça à chaque année, que chaque joueur se présente. C'était un petit peu la même formule. Là. Donc, tu joues Titan ou tu joues dans la CFL, tu te présentes, puis tu dis des fun facts à propos de toi-même. Puis les Warriors, il y avait beaucoup d'anglophones, puis moi, je parlais pas très bien anglais à l'époque. Là, donc, je m'étais présenté en anglais comme je le pouvais. Puis une fois que ça a été fait, là, ils nous avaient mis des petits flags de football sur nous, puis on avait juste jouer à des jeux style tag, mais avec des flags. Puis, c'était rien de compliqué. Il y avait un ballon, puis il y avait 10-15 petits gars qui te couraient après pour te déflaguer. Puis, une fois que tu déflaguais, tu avais le ballon. Puis, c'était juste ça la pratique. Mais c'est difficile à expliquer. Il y avait beaucoup de jeunes athlètes, là, des personnes qui étaient bonnes, clairement, puis qui avaient des habiletés. Puis, ça m'avait parlé tout simplement dès le début. C'était une autre époque quand même, là, donc c'était à l'époque du football un petit peu plus militaire, un petit peu plus rigide. Mon entraîneur-chef à l'époque, coach Gary Do-Right, coach encore à ce jour aux Warriors de Ville-la-Salle avec un de mes bons amis qui aide là-bas, Samuel Peaver. Donc, c'est des gens passionnés. Puis je pense que c'est la rigueur que j'aimais, c'était le sérieux. Puis non, j'ai vraiment trippé. Là, fait que tu me dis d'écrire ma flamme, ça a définitivement commencé à Ville-la-Salle avec les Warriors là, pour quelqu'un qui joue au football à 6, 7, 8, 9, 10 ans. Là, je regarde ça de loin puis je prenais ça au sérieux pas mal là, pour du monde de cet âge-là. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça directement en partant. Très cool. Quand tu parles des Warriors de la salle, tu parles bien de l'équipe civile qui est toute en rouge. Oui, définitivement. L'équipe en rouge. Exact, c'est nous, ça. Exact. Ouais. On avait un casque blanc quand moi je jouais, là, mais là, ils sont rendus avec un casque rouge. Là, mais oui, c'est cette équipe-là. Ouais. L'équipe de tough. Exact. Quand j'ai commencé le football, moi, j'ai commencé civil aussi, avec les Bulldogs de Sherbrooke. Et puis, j'ai joué contre les Warriors de la salle. Donc, j'ai probablement joué contre ton head coach à l'époque, si tu me dis qu'il est là depuis près de 10 ans. Oui, probablement qu'il était là. Oui, ouais, ça change. Oui. Très, très cool. Est-ce que tu as joué jusqu'à midget? Non, j'ai joué jusqu'à, si je ne me trompe pas, Pee-wee, puis par la suite, je suis transféré au football scolaire. Moi, je suis allé par la suite, exact, au Collège Notre-Dame, jouer avec les Cactus. Puis c'est là que j'ai joué mon football secondaire, là, dans le fond, à partir du cadet. Donc, j'ai pas fait mon midget là-bas. C'était tout simplement plus logique avec l'école que j'étais déjà là, de directement faire ma pratique là-bas que de me rendre avec les Warriors. Effectivement. Puis tu décides en même temps de rester dans ta cour, de transférer pour le Spartiate, qui est très proche, pratique à
même place. Ouais, les Spartiates, c'est ça. Ils pratiquent au Collège Notre-Dame, là, dans le fond. Donc, je suis pas allé très, très loin. Je suis resté dans mes pantoufles. Est-ce que tu t'as fait choisir le Vieux-Montréal à ce moment-là? Ah, ben encore une fois, ça fait longtemps, là, mais tu sais, c'est spécial quand même le recrutement collégial parce qu'en tant que, tu sais, en tant qu'adolescent, tu sais, c'est bizarre de te faire recruter un peu de Hey, t'es bon au football, viens donc jouer pour notre équipe avec nous. Mais tu sais, le recrutement, je pense que c'était moins intense, tu sais, quoi que ça l'était quand même qu'aujourd'hui. Mais je me faisais approcher par différents cégeps, puis moi, j'avais nécessairement l'intention de continuer à jouer au football. Puis j'étais allé faire des visites, si on veut. Là, à l'époque, il y avait encore les pratiques ouvertes qui appelaient. Là, donc, tu pouvais aller faire une pratique avec l'équipe de football qui te recrutait, dans le fond. Fait que j'en avais fait quelques-unes. Puis, ça n'avait pas été une décision facile, mais je peux dire quand même facilement que je me sentais le plus à la maison au Spartiate du Vieux-Montréal. J'avais beaucoup d'anciens coéquipiers aussi du Collège Notre-Dame qui étaient là. Puis, c'était là que je sentais que j'allais avoir le plus de fun. C'était une équipe très compétitive aussi. Puis je le voyais dans les pratiques qu'il y avait beaucoup de talent. Puis moi, je voulais gagner. Là, donc, je me disais que c'était une bonne équipe à qui me joindre. Puis avec ma gang là, au Cactus de Notre-Dame, on est peut-être 7 ou 8 joueurs, le minimum, à s'être engagés à aller avec les Spartiates par la suite. Là, donc, j'y allais avec ma gang aussi. Puis on venait de gagner plusieurs championnats. Fait que je me disais, si on y va tout le monde ensemble, ça devrait bien aller. Là. Donc, tout simplement, c'est comme ça qu'on avait pris la décision. Là. Mais je me sentais vraiment à ma place au Cégep du Vieux-Montréal. Je m'éloignais un peu du chemin Queen Mary à Côte-des-Neiges, mais c'était vraiment, vraiment le fun là, sur Saint-Denis. L'école, j'aimais beaucoup l'école, puis j'aimais beaucoup, beaucoup l'équipe de football. Mm-hmm. Mais ça fait du sens. En plus, dans ces années-là, le Vieux-Montréal était était une puissance vraiment en Division 1. Il y a eu plusieurs très bonnes années dans ces années-là. Je sais que quand... parce que toi, quand t'es arrivé au Vieux, est-ce que c'était Shérif, le head coach, ou il est arrivé? Oui, c'était Shérif, l'entraîneur-chef. C'est lui qui m'avait recruté. Là. Puis évidemment que Shérif, ça a été un facteur décisionnel, que c'est quelqu'un avec qui j'avais bien connecté. Dans son recrutement, il avait utilisé l'habile stratégie de me sortir manger des chiches taouk, justement sur la rue Côte-des-Neiges. Donc, mais non, ça avait cliqué avec Shérif. C'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié dans le recrutement, après comme entraîneur-chef, puis avec qui j'ai un petit peu contact aujourd'hui. Là. Je le vois pas souvent, on se parle pas souvent, là, mais 1 ou 2 fois par année, on va soit s'écrire ou s'appeler là, pour débriefer un peu nos années de football respectives. Mais oui, Shérif, je pense qu'il y a si je ne me trompe pas, c'est en 2009 qu'il a commencé comme entraîneur-chef, 2009 ou 2010 là, au Spartiate du Vieux-Montréal, après avoir été coordonnateur. Donc, c'est lui qui m'a recruté, c'est l'entraîneur-chef, puis il était là toutes mes années là, comme entraîneur-chef au Spartiate. Là. Vraiment cool. Quand j'ai reçu Shérif sur le podcast, il m'avait beaucoup expliqué un peu sa mentalité de coach. C'est celle qui a construit à Bishop, qui est encore en train de travailler, mais aussi de où un peu ça l'a parti. C'est quelqu'un qui est beaucoup sur les détails, mais aussi sur chaque jeu. Donc, chaque jeu a une importance, puis même si tu as raté ton jeu, organise-toi juste pour gagner le prochain. Puis, il y a une chose que plusieurs gars de Laval m'ont dit. Quand je lui demandais c'était qui, comme mettons Cyril, ou quand je leur parlais à d'autres joueurs de Laval, ils me disaient que je leur demandais c'était qui un des meilleurs joueurs contre qui avait joué. Puis il m'avait dit que ton nom ressortait quand même assez souvent. Et là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que Mathieu Betts faisait différent des autres joueurs? Ben, une chose qu'il me disait, c'est qu'il était tout le temps au ballon. Il lâchait pas une rep, peu importe il était où, il se rendait au ballon. Puis après ça, j'ai parlé avec d'autres coachs que quand je leur ai parlé de cette situation-là, ils m'ont dit, leur fait qui est intéressant, c'est que si tu regardes c'était qui son coach au cégep, étant Shérif Nicolas, il m'a dit il pourrait avoir une corrélation avec ça parce que Shérif, en ce moment, qui est à BU, est très, très, très comme minutieux un peu sur ces genres de choses-là. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Est-ce que ce que les gens m'ont dit, ils ont un peu raison? En fait, je veux finalement avoir ta réponse là-dessus. Aller au bout du bain. Écoute, probablement que ça a eu un impact, définitivement. Tu dis Shérif, oui, c'est quelqu'un de méthodique, qui a soucieux des détails, c'est vrai, puis quelqu'un d'intense, donc c'est sûr que oui. Mais je pense que pour moi, ça va
ça date de plus longtemps que ça. Là, encore une fois, je fais un retour vers l'arrière, mais mon parcours au Cactus de Notre-Dame, là, mon entraîneur de ligne défensive, mon coordonnateur défensif, son nom, c'est Martin Lapostole. Puis il a coaché plus récemment là, avec les Stingers de Concordia. Puis c'était un entraîneur qui était un jeune entraîneur à l'époque qui était très, très intense. Donc, il nous faisait courir au ballon tout le temps. Là, fait qu'en tant que dans nos pratiques de nos indie D-line, on faisait là, juste des get-off, des get-off, des get-off, des get-off pendant des longues minutes. Là, fait on a couru au ballon beaucoup, beaucoup. Puis quand je suis arrivé au Vieux-Montréal, Sheriff, c'était le coordonnateur défensif, mais il a rapidement laissé sa place à Denis Touchette qui se cherchait un endroit où coacher parce qu'il n'était plus au Carabin. Puis c'est rapidement devenu Denis, l'entraîneur défensif au Spartiate du Vieux-Montréal, que lui, c'était aussi le mentor jadis à mon coach de ligne défensive, Martin Lapostole. Puis lui aussi, il était dans le moule de te faire courir au ballon. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont encouragé à mettre les efforts pour se rendre à la balle. Mais puis je pense que de façon intrinsèque aussi, moi, je le voyais que si tu courais au ballon, il y avait plus de chances que tu fasses de jeu. Mon aspect compétitif aussi, en tant que défenseur au football, faut finir avec un plaqué. Donc, si tu cours au ballon, il y a plus de chances que tu fasses un plaqué. S'il y a un échappé qui est recouvert ou qui tombe au sol, tu peux le recouvrir. Puis en tant que joueur aussi, j'ai toujours eu l'impression que si moi je le faisais, tout le monde pouvait le faire. Puis plus il y avait de joueurs dans l'unité défensive qui le faisaient, plus ta défensive était solide. Là, donc c'est quelque chose que je faisais un peu naturellement pour amener les autres avec moi. Puis je pense que ça donnait des bons résultats où défensivement, comme unité, on était plus fort en faisant ça. Mm-hmm. J'aime ça comment tu l'amènes du fait de, tu sais, c'est mon rôle de défenseur, c'est de courir au ballon puis de me rendre au ballon parce que si je cours à chaque jeu au ballon, j'ai plus de chances de faire de jeu. Donc, c'est carrément ça, en fait. Oui, c'est pas compliqué. Là. Des fois, le football, on rend ça plus compliqué, là, mais c'est ça. Il y a un ballon, puis il faut l'arrêter le ballon. Non, exact. Le porteur. Là. Exact, t'as entièrement raison. L'Université Laval, par la suite, En fait, pourquoi tu as choisi Laval? C'est un petit peu le même principe. J'avais eu la chance d'avoir été recruté au cégep, là, donc j'avais un petit peu de vécu, de bagage avec le processus de recrutement. Pour moi, c'était clair que j'allais rester au Québec si j'allais aller U-Sports parce que je trouvais que c'était la conférence la plus forte. Puis je pense que ça c'était plus vraiment approuvé. J'avais l'ambition ou l'idée d'aller dans la NCAA. J'avais eu un parcours de recrutement un peu atypique avec les États-Unis. Là. Je me faisais recruter par quelques universités qui ne sont pas nécessairement des powerhouses, mais j'étais. Parce que ça aussi, c'était compliqué. J'avais une personne qui m'aidait un petit peu là-dedans, mais j'étais clairement un choix de remplacement pour ces universités-là. Là, si les joueurs ou le D-line qu'ils voulaient avoir, ils n'y allaient pas, j'étais leur plan B, C, D, là, ou peu importe. Donc, j'ai plus fait mon parcours de recrutement au Québec. Puis après avoir fait mes visites, j'avais décidé que le Rouge et Or, l'Université Laval, c'était la place qui me convenait le mieux. Donc, j'avais pris ma décision peut-être en décembre suite à mon parcours collégial. Puis là, je m'étais fait tranquillement plus approcher sérieusement par des programmes Division 1 dans la NCAA. Fait que j'avais parallèlement à ça fait des visites dans différentes universités. Puis en bout de ligne, c'est le fit à Laval, juste l'énergie, le sentiment que j'avais dans le building, que c'était la place pour moi, puis que même si le football, pour moi, ça ne fonctionnait pas, que je me blessais après ma première pratique, j'allais être content d'être à l'Université Laval. Puis c'était pas mal ça qui avait fait en sorte que ma décision penchait vers là. C'était Brad Collinson, qui est maintenant l'entraîneur-chef des Stingers, qui me recrutait. J'avais eu une belle relation avec lui à cause des équipes du Québec, puis l'équipe Canada Junior. Mm-hmm. Puis évidemment que Glenn Constantin était aussi involved dans le projet de recrutement par le fait qu'il était entraîneur-chef, mais aussi entraîneur de position sur la ligne défensive. Lui,
Il me disait, on recrute tout le temps des bons lines, des bons receveurs, mais j'aimerais ça qu'on ait des bons D-lines, pour que moi aussi, je puisse, on puisse s'amuser avec des schemes puis des trucs comme ça. Puis on a été gâtés pas mal là, parce que en mon année de recrutement, on a été, moi, Vincent Desjardins, Clément Lebreu, qui ont les trois été repêchés dans la Ligue canadienne par la suite, 4 ans plus tard. Là, donc on a eu du plaisir pas mal. Mm-hmm. C'est fou ça, pareil, hein, que tu sais, c'est quoi, vous jouez un front à 4 à Laval. Dans tes années, Oui. c'était ça. Puis sur les 4 ans plus tard, ont Ouais, été. puis même le quatrième, Marc Ouellette, lui, avait arrêté un petit peu hâtivement son parcours de football, mais il avait fini par jouer professionnel au rugby là, dans une équipe à Toronto. Là. No way. Ça avait bien fini pour tout le monde. Là. Ouais, Ben, du ça. moins, point de vue sportif. Là, on a eu la chance d'avoir des bons athlètes pas mal là, Non, cette année-là. exact. On parle d'athlètes. Est-ce que tu es capable de me dire comment que l'Université Laval t'ont fait évoluer comme joueur de football? Comment? De plusieurs façons. Si tu parles juste comme joueur de football. Euh, Évidemment, la première chose qui me vient en tête, c'est le programme hors saison, ou le programme d'entraînement hors saison, là, qui commence en janvier, la première semaine de janvier, avec une espèce de bootcamp de remise en forme d'une semaine là, qui est interminable et difficile. Puis là, ben, après ça, on commence là, jusqu'à la saison, un parcours là, de préparation physique là, de 6 entraînements semaine. Là, donc, ça, évidemment, je pense que c'est une des choses qui a été bénéfique pour moi, point de vue strictement athlète, c'est le programme d'entraînement physique qui était chapeauté à l'époque par Raymond Veillette, ma première année, puis par la suite Guillaume Rioux là, avec ses assistants, avec les personnes qui l'assistaient. Là, donc, Marc Fortier, Mathieu Bertrand, Amir Tremblay vers la fin. Là, donc, on avait un beau staff de préparation physique qui nous a aidé beaucoup. Puis, ben, c'est sûr que point de vue football, c'est difficile de me remettre un petit peu à l'Université Laval, mais c'est sûr que quand tu as Marc Fortier qui coach en défensive, tu en apprends beaucoup. Là, point de vue schéma défensif sur comment on va attaquer l'autre équipe, mais sur les protections, de comment les autres équipes essaient de nous protéger, comment on peut gagner des one-on-one, comment on peut attaquer la slide. Glenn passait beaucoup de temps sur comment attaquer une slide offensive quand la O-line va avoir une protection de zone vers toi. Glenn, évidemment, j'ai été chanceux de l'avoir comme coach de ligne défensive. C'était un très bon coach, mais il avait aussi beaucoup de contacts. Un de ses bons amis, quand il était à l'Université de Houston, Jim Washburn, était venu passer du temps avec les D-line aussi pour nous aider sur notre technique, sur des stratégies, sur comment battre des blocs. Là. Donc, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup, beaucoup d'intervenants. Puis, ben, la dernière chose qui me vient en tête, c'est évidemment la qualité des joueurs qu'on avait, la qualité des joueurs de ligne offensive que j'affrontais chaque jour. Mm-hmm. Mais ça fait en sorte que tu progresses plus aussi, si je me trompe, parce que tu joues contre des bons joueurs à tous les jours. Puis, il faut que tu compétitionnes sans cesse pour être capable de gagner tes reps. C'est comme ça que tu t'améliores, selon moi. Mm-hmm. Tu parlais de scheme, là. Est-ce que les schemes que tu apprenais, mettons, à l'Université Laval, quand après ça, tu es arrivé au professionnel, est-ce que l'adaptation a quand même été dure à faire ou vous êtes justement, vu que tu as été bien coaché, la transition a été quand même assez fluide? Non, mais c'est la même chose. Mais je ne veux pas parler pour toutes les universités, mais je pense que quand tu joues au football universitaire, les schémas que tu fais, la plupart d'entre eux vont se traduire au football professionnel par la suite. Les termes vont peut-être pas être les mêmes. Peut-être y avoir des détails, des façons de peaufiner ces schémas-là qui vont changer au niveau professionnel. Mais à un moment donné, les stunts que tu roules à l'université, s'ils ne sont pas pareils au niveau professionnel, ça va se ressembler. Là, donc, je pense, non, c'est sûr que je n'étais pas, t'es pas déboussolé, au contraire, là, quand tu passes du niveau universitaire à professionnel. La chose qui est différente, c'est plus le size des joueurs contre qui tu joues, puis la vitesse de jeu, mais les schémas en tant que tels, non. Je peux pas dire que c'est le jour et la nuit. Là, un overfront. Un overfront, c'est un overfront. Puis, des fois, j'en parle avec des amis qui coachent aussi. Là, des gens qui se pavanent en disant qu'ils ont des schémas professionnels ou universitaires. Mais à un moment donné, si tu joues au football amateur, pee-wee, ben, un inside zone, c'est un inside zone. Là, que tu joues à pee-wee ou professionnel. C'est sûr que la combinaison de tes O-line va peut-être être un petit peu mieux rodée au niveau professionnel. Mais le concept d'un inside zone, ça reste un inside zone. Non, exact. T'as entièrement raison. Puis aussi, ça reste du foot. Je me dis, où est-ce que la complexité arrive? J'ai vraiment l'impression que
sais, comme tu dis, le inside zone, ça reste un inside zone ou tu sais, peu importe le jeu, les jeux vont se ressembler, mais moi, je pense que la complexité va arriver dans le type d'athlète que tu as. Tu sais, tu disais la vitesse va augmenter ou whatever, mais peut-être qu'à ce niveau-là, comme dans la CFL, plus toi pourrais me le dire, mais peut-être que où est-ce qu'ils peuvent se permettre à être un peu plus créatifs, justement à cause de l'accessibilité des athlètes qu'ils ont. Peut-être. Ouais, peut-être, mais en même temps, la créativité que tu utilises, que ce soit défensivement, offensivement, puis je suis pas un coach, mais tu sais, c'est de réussir à mettre tes athlètes dans des situations favorables par rapport Mhm. à leur skill set à eux. Là, Non, exact. donc c'est sûr que si tu un. Je sais pas moi, si tu un super bon scatback, mais tu décides de jouer du 12 personnel puis tu cours de corner toute la journée, ben, si tu ne le mets peut-être pas dans des situations avantageuses. Là, donc, même chose défensivement. C'est comme si moi, je suis quelqu'un qui est bon pour mettre de la pression sur le corps arrière. Ben, souvent, j'ai eu la chance dans mon parcours que les coordinateurs défensifs essayaient peut-être de me faire changer d'alignement, que je n'étais pas tout le temps, par exemple, l'ailier défensif field side, puis que là, j'étais plus facile à chipper ou de zoner de mon côté, que si je me déplaçais parfois ou j'étais un mug backer ou j'étais un technique 3, je passais de field side end à boundary side end, mais c'était peut-être un petit peu plus facile d'avoir des one-on-one puis d'avoir des situations avantageuses. Là, donc, d'utiliser le skill set de tes joueurs, je pense que c'est là l'avantage. Puis même si tu joues professionnel, tu joues dans la CFL, puis il y a beaucoup, beaucoup de talent, mais Aaron Donald n'est pas dans la CFL. Là, fait qu'un joueur qui, peu importe ce que tu fais, il va gagner sa rep à chaque fois. C'est très, très rare des joueurs de cette Mhm. qualité-là. Là. Donc, il faut quand même que tu utilises le skill set de tes athlètes, là, selon moi. Non, exact. On veut. Je parlais justement hier avec Marc-André Dion, qui est le coach en chef Oui, oui, de CNDF. Il me disait ça. Il me disait, le but, justement, c'est de recruter les meilleurs joueurs. Puis après ça, le fait d'avoir ces meilleurs joueurs-là, c'est de les mettre dans des bonnes situations pour justement leur permettre de faire des jeux. Puis je pense qu'un bon coach va faire ça, en fait. C'est la job d'un oui, puis coach. c'est sûr. Ben, tu parles de recruter, mais parce que des fois, j'entends des gens parler de système offensif, défensif. Tu parlais d'une défensive, d'une 40 versus une 30. Mais je veux dire, si une offensive, c'est une offensive de spread offense qui joue sans fullback ou sans tight end, là, tout d'un coup, tu recrutes un tight end, je sais n'importe quoi, mais de la trempe de Anthony Auclair, mais moi, je joue pas de tight end dans mon offensive. Tu nuis à l'individu, puis tu nuis à ton équipe ultimement de brimer quelqu'un que tu peux mettre dans une position qui va aider ton équipe à gagner. Là, donc, c'est sûr qu'il faut que tu joues sur les forces des joueurs que tu as dans ton équipe. Là. Pour moi, c'est juste logique. Là. Mm-hmm. Tu parlais de. Ben, tu as parlé de Aaron Donald. Est-ce que c'est un des joueurs, mettons, que tu t'inspirais un peu, que tu apprenais de lui? Y a-tu des, justement, aujourd'hui, dans l'avancement de ta carrière, y a-tu peut-être des coachs, des joueurs à qui tu regardais un peu plus pour prendre un peu des trucs ou peut-être que tu as eu la chance de te rentraîner avec? Oui, un petit peu. Tu essaies de t'inspirer d'eux, mais là, j'ai jamais joué avec Aaron Donald, mais j'ai quand même eu la chance de faire 2 camps d'entraînement, un avec Chicago, un avec Détroit. Puis, quand j'étais à Chicago, Khalil Mack était là, puis je sortais de l'Université Laval. L'année passée, j'étais à Détroit avec Hutch. Puis, quand je suis arrivé à Chicago, dans ma tête, je sortais de l'université, puis c'était une opportunité intéressante oui, je voulais faire l'équipe, mais d'apprendre d'un des meilleurs pass rushers de la NFL, en Khalil Mack. Puis, je le dis avec un peu de modération, mais je le pense quand même que c'est difficile d'apprendre d'un joueur comme lui, là, dans le sens qu'il y a un niveau d'habileté qui, que moi, j'ai pas, puis que très, très peu d'athlètes ont, tout simplement. Donc, lui, il faisait un long arm, puis le tackle offensif, il flyait 5 verges dans les airs, puis il se rendait au corps arrière. Puis il y a de la technique là-dedans, je lui enlève pas de crédit, mais il était juste tout simplement supérieur à beaucoup d'autres joueurs, en fait, à tous les autres joueurs à sa position. Même chose pour Hutch l'année passée. Ce qui était encore plus impressionnant avec Hutch, c'est que je pense qu'il avait 22 ou 23 ans. Puis il était déjà beaucoup meilleur que tous les autres joueurs. Là, puis je pense qu'en tant qu'ailier défensif, il faut que tu sois athlétique, il faut que tu sois technique, il faut que tu sois. Il y a beaucoup d'habileté à avoir, mais je pense que point de vue football IQ, plus tu avances, plus tu deviens fort, plus tu deviens habile, meilleur tu deviens. Fait que lui, à 22, 23 ans, ça fait quand même un petit peu peur de penser où il va être, point de vue football, dans 6 ou 7 ans. Là, donc,
je me suis un peu rendu compte que si tu veux regarder les meilleurs au monde pour améliorer ta game à toi, ça se peut que tu te fasses un peu une défaveur. Là, mais par contre, il y a d'autres joueurs, par exemple, quand j'étais à Chicago, Leonard Floyd, qui est aussi un super athlète, mais qui répondait peut-être un peu plus à mon skill set à moi, que c'était un gars de plus de speed rush, finesse rush, puis une fois de temps en temps, speed to power, que des petits trucs que lui faisait que j'ai ajouté à ma game, dans le sens qu'un stance qu'il utilisait en 2 points d'appui dans des situations de passe là, que maintenant j'appelle un peu le stance baseball, qui est un petit peu le même principe que si tu volais le premier ou deuxième but au baseball, là, qui te permet d'avoir une belle vue sur le ballon, puis qui, en même temps, ton tackle offensif, permet de faire un crossover comme départ. Par exemple, c'est un truc que j'ai appris de lui. Là, donc, il y a des choses que tu apprends un petit peu, mais je ne conseillerais pas à un jeune defensive tackle de regarder Aaron Donald pour améliorer sa game, là, parce qu'il y a des bonnes chances que tu ne sois pas capable de recréer physiquement ce que lui fait. Ouais, je comprends. Dans le fond, Bref. En fait, qu'est-ce que je comprends, c'est que ces athlètes-là, en l'occurrence, tu parlais de Khalil Mack, Aaron Donald, Hutchinson, mais c'est... Dans le fond, ils ont des trucs que... En fait, eux, c'est un peu de génétique, je pense, mais il y a des trucs qu'eux font qui se teachent pas, en fait, ce que je comprends. Ben, je pense que ça... Je te dis pas que ça s'apprend pas, mais je veux dire, il l'exécute à un niveau d'exécution que moi, j'ai jamais vu là, auparavant. Là, sont juste meilleurs. C'est comme te demander d'essayer de faire un 100 mètres puis de courir contre Prime Usain Bolt. Exact, on peut tout faire une course contre Usain Bolt, on est capable. On va arriver à la ligne d'arrivée, mais c'est Usain Bolt qui va gagner par une marge considérable. C'est le même principe avec ces joueurs-là en tant qu'alliés défensifs. Ils sont à un niveau d'exécution, de maturation physique, de compréhension du jeu qui est unmatched. C'est pour ça que c'est les meilleurs de la NFL en ce moment à faire ça. Non, exact. Dans tes années à Laval, tu as réussi à gagner 2 Coupes Vanier. Yes. J'aime ça un peu, essayer de comprendre. First, vous avez gagné 2 fois. Okay? Toi, ta perspective de joueur, c'est quoi les sacrifices? Qu'est-ce que ça l'a pris pour gagner ces Coupes Vanier-là? Ah, ben là, sacrifice. Du monde qui appelle ça des sacrifices. Pour moi, j'aime tellement ça, le football. Moi, c'était pas difficile là, d'embarquer là-dedans. Là. Je pense, de façon générale, pour l'équipe, tout le monde était pas mal in sync, à ramer dans la même direction dans le bateau. Mais c'est pas compliqué. Là. On a gagné parce qu'on avait une équipe très talentueuse, un coaching staff qui était investi et qui nous mettait dans des situations avantageuses. Puis, on a clutché au bon moment. Là. En 2016, on avait une bonne équipe, une jeune équipe talentueuse, mais on n'était pas comme peut-être pas à maturité encore. On avait des vétérans qui nous aidaient beaucoup, mais la majorité de l'équipe, c'était des jeunes vétérans de 2e année, peut-être 3e année qui essayaient de gagner une Coupe Vanier. Puis ça allait juste à donner qu'on a eu une bonne saison, mais on a gagné la Coupe Dunsmore au Sepsum, puis dans un match un peu hollywoodien. Là, quand je dis une jeune équipe, c'était la première victoire à la Coupe Dunsmore d'Hugo Richard. Tu dis comment qu'on a gagné? Ben, c'était Hugo Richard le corps arrière. Premièrement, ça a aidé d'avoir le meilleur corps arrière de la Ligue. Puis, c'était des jeux. Il y a beaucoup de joueurs qui ont fait des jeux impressionnants, mais Joe Breton-Robert, qui était un rookie receveur fraîchement sorti de Lévis, qui était très bon, mais qui s'est fait un nom dans les séries. Il a fait des catchs par rapport pour nous emmener en position de faire un toucher pour gagner le match. Puis par la suite, il a lancé une passe de toucher à Hugo Richard dans un jeu truqué qui a été appelé en fin de match pour gagner la game, qu'on a rebaptisé le Johnny Special. Quand je dis une jeune équipe, c'est une recrue qui nous a fait gagner la game, là, en gros. Puis par la suite, on a battu Laurier à la maison, puis à la Coupe Vanier contre les Dinos, qu'on n'avait pas très bien joué, mais qu'on avait réussi à grind la game, puis à gagner encore une fois avec des gros jeux là, de Cédric Lucieroy qui a fait un gros jeu en fin de
en fin de troisième quart, Raphaël Robidoux qui avait bloqué un punt pour nous permettre de prendre l'avance. Fait que c'était beaucoup de gros jeux de jeunes joueurs, puis ça nous a permis de gagner en 2016. Puis ben 2018, c'est un peu la même histoire, mais là, c'était la même gang de jeunes joueurs qui étaient rendus à maturité à leur quatrième, cinquième année. Là, donc là, c'était comme notre année pour gagner. Donc, c'était un petit peu le même crew, avec d'autres joueurs, évidemment, qui se sont greffés, d'autres qui ont quitté. Mais là, c'était comme la même équipe à maturité qui avait déjà gagné. Fait que là, c'était comme, est-ce qu'on est capable de le refaire? Là, puis c'était à Québec, en plus, la finale. Donc, deux victoires, deux scénarios un petit peu différents, le point de vue chronologique, là, dans mon parcours ou notre parcours là, de ma gang avec qui je suis rentré à l'Université Laval. C'est fou, le fameux jeu truqué. Je me rappelle de ce jeu truqué-là au Sepson. C'était cool. J'ai aucune idée que c'était un rookie qui avait fait la fameuse passe. Ouais, ben c'était ouais. Joe Breton. Là, puis lui, il y avait une bonne année, là, pas une mauvaise année, mais en série, ça l'avait été comme Superman. Là, il y avait un ou deux touchés par game, dont un de nos concepts Red Zone là, qui fait comme un bypass puis qui revient, qui était uncover à chaque fois. Il y avait juste eu des séries éliminatoires exceptionnelles. Puis ben, par la suite, pour son parcours à l'Université Laval, ça avait été un pilier de notre offensive. Là, un super bon joueur, super athlète, mais encore une fois, là, quelqu'un qui. Son football IQ l'aidait beaucoup. Là, il y avait des super bons changements de direction, des très bonnes mains, il courait des bons tracés, mais je pense qu'il comprenait très, très bien le football. C'était tough, attraper un ballon, de frapper, il se relevait first down. Puis, non, tout qu'un joueur de football, on était chanceux de l'avoir pas mal. Non, certain. Tantôt, je te demandais comment qu'un peu Laval t'a préparé comme joueur de foot, t'a fait évoluer. Mais on a tout le temps un peu des... en fait, le football nous apprend certaines leçons, surtout dans la vie. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que toi, ça t'a appris, ce sport-là. Sûrement plusieurs choses. Ce qui me vient rapidement en tête, c'est tout simplement la patience, la résilience, continuer à avancer, que ça aille bien, que ça aille pas bien. Je pense que c'est quelque chose de positif à appliquer à la vie en général, mais d'essayer d'être le plus linéaire, le plus neutre possible, quand ça aille bien, quand ça aille pas bien. Je pense que ça te permet d'avancer beaucoup dans différentes facettes de ta vie. Au football, c'est sûr que ça aide énormément. Là, c'est une grosse victoire. Tu essaies de rester le plus neutre possible, tu continues d'avancer. Une grosse performance individuelle, même chose. Puis à l'inverse, quand défaite plus difficile ou une moins bonne performance individuelle, tu essaies de rester le plus neutre possible, puis continuer d'avancer. Tu parlais de shérif plus tôt tantôt. Glenn aussi était dans la même veine un peu, là, mais beaucoup de gens parlent du processus, plus de que le chemin prévaut la destination. J'essaie d'aborder ça un petit peu de cette façon-là. Le football, la vie en général. Le downside à penser comme ça, c'est que des fois, tu t'accroches peut-être moins à la finalité, au résultat, puis des fois, tu accomplis des choses qui sont quand même intéressantes, puis tu prends peut-être moins le temps d'en profiter, puis de les apprécier. Mais dans mon monde à moi avec le football, je pense que ça te permet quand même là, de rester le plus en santé puis le plus sain possible en essayant d'avoir cette approche-là. Là, surtout dans la CFL, à 18 parties dans une journée, là, un autre de mes coachs, John Bowman, lui qui a joué 30 à 35 saisons dans la Ligue canadienne de football. Quoi? Et lui, il a joué jusqu'à 50-60 ans. Là, fait que, en tout cas, t'es vieux quand il a arrêté. Là, fait que lui, il a tellement eu d'expérience dans la CFL quand il nous coachait à BC. Des fois, on perdait des games, puis j'étais fâché. Tu disais, écoute, là, à 18 games, si tu vas être fâché à chaque game de ta carrière que tu perds, tu vas être malheureux longtemps. Là, fait que c'est correct de ne pas aimer perdre. Mais, si tu es down à chaque fois à cause de chaque défaite, c'est sûr que mentalement, c'est plus difficile. Là, quand j'étais à l'université, c'est peut-être sûr que c'est un petit peu différent. 8 parties, ils ne sont pas chanceux, ils n'ont pas beaucoup de football dans leur année. Mais c'est ça, d'essayer d'être le plus neutre possible, le plus even kill là-dedans. Mm-hmm. Non, j'aime ça la façon comment tu amènes ça. Est-ce que tu en as eu des creux un peu, des moments plus difficiles où est-ce qu'il a fallu justement que tu reviennes un peu aux bases ou peut-être mentalement c'était plus tough dans la CFL? Ben là, dans la CFL, c'est sûr que moi, je suis passé par Edmonton. Là, fait que parlant d'années difficiles, ça, c'est sûr que ça, ça te forge un caractère. Là. J'ai été drafté par Edmonton en 2019.
Après Chicago, j'étais allé là. On avait une pas pire année. On s'était rendu en finale de l'Est. Après ça, 2020, c'était l'année COVID, donc on n'avait pas eu de football du tout. Puis en 2000, fait que, déjà là, pour une vue motivation, c'était difficile dans le sens que la saison n'a pas eu lieu. Puis là, 2021, c'était comme ma deuxième vraie année professionnelle, mais ma vraie jusqu'à un certain point, parce que c'était ma première que je faisais tout le camp d'entraînement de la Ligue canadienne, puis tout. Ça avait bien été, j'avais gagné un poste de partant, puis je jouais bien, puis finalement, la saison, ça avait été désastreux. Là, on avait fini dernier dans la Ligue, on n'avait pas eu beaucoup de victoires. Moi, point de vue personnel, je jouais quand même pas mal, mais j'avais eu aucun sac du corps, j'avais des pressions, je me rendais proche, mais ça se concrétisait jamais, l'équipe perdait, ça allait pas bien. Là, puis à la fin de l'année, quand tu perds, évidemment, dans le football professionnel, il y a des changements. Fait que tout le coaching staff s'était fait remercier. Le directeur général, Brock Sunderland, qui m'avait repêché, lui aussi, il quittait. Fait que, c'est un gros changement à Edmonton après une mauvaise année qui était entre guillemets, ma première année complète dans la Ligue canadienne. Là, fait que, là je l'avais eu tough. Là, fait que quand je te parle de c'est pas trop haut, pas trop bas, là, c'était dur d'essayer de se convaincre avec les autres gars dans l'équipe là, que on était des bons joueurs de football après tout ça, mais finalement, ça s'est bien passé. Là, j'ai eu la chance de quitter Edmonton. Je me suis joint à BC. Il y a eu beaucoup de changements à Edmonton. Puis il y a beaucoup de mes amis puis des joueurs qui ont changé d'air que ça l'a mieux été par la suite. Là, donc, c'était juste beaucoup de choses en même temps qui n'allaient pas bien pour cette équipe-là. C'était malheureux parce qu'on avait du talent puis on avait une bonne gang de joueurs. Mais cette année-là, ça avait été difficile. Mais je le vois vraiment d'un œil positif parce que ça m'a permis de reset un petit peu ma carrière de football ici en Colombie-Britannique. Puis j'ai beaucoup de plaisir. On a une bonne équipe. On est encore à la recherche de notre Coupe Grey depuis que je suis arrivé ici. On s'est qualifié la semaine dernière pour les séries éliminatoires. Ouais, là, donc, on va garder la même mentalité d'une semaine à la fois puis voir ce que ça donne. Fait que dans le fond, tu as goûté un peu quand même assez tôt dans ta carrière en CFL, un peu du côté business side du football. Oui, tout le monde, j'étais préparé. Quand j'étais à l'Université Laval, il y avait beaucoup d'anciens de la Ligue canadienne qui revenaient, puis on entendait des histoires de ces business, c'est ci, c'est ça. C'est sûr que mes années à Edmonton m'ont immunisé à vie. Là, je le comprends, le côté business. Là, tu faisais pas trop d'amis. Il y avait 5 nouveaux joueurs qui rentraient à chaque semaine, puis 5 autres qui repartaient en boucle. Là, donc, je l'ai vu, puis c'est la réalité, c'est dommage, mais c'est une des choses qu'on fait bien ici en Colombie-Britannique, puis je trouve qu'on est chanceux, c'est qu'on a une belle continuité dans ce qu'on fait. Là, il y a eu un petit peu de changement l'année dernière. Là, certains des entraîneurs sont partis. Mm-hmm. Parce qu'on n'avait peut-être pas les résultats qu'on voulait. On s'est rendu en finale de l'Ouest 2 fois. L'année passée, on a été sortis en première ronde des séries éliminatoires. Mais il y a beaucoup de joueurs qui, depuis que moi je suis là, c'est les mêmes qui sont là. Puis beaucoup d'entraîneurs qui ne changent pas. Donc, je pense que cette continuité-là, ça amène une certaine dose de succès, une certaine dose de confiance chez les joueurs. Puis c'est là qu'on réussit à performer le plus possible. Mm-hmm. Non, je suis d'accord. Ça me fait penser un peu à... des fois, on parle de stabilité, ça peut vraiment amener un peu un succès à l'équipe. En fait, ça peut aider au succès de l'équipe. C'est le meilleur exemple. C'est sûr, là, dans le sens que si tu changes tout le temps de plan à chaque 2 ou 3 semaines, c'est difficile d'avoir de la constance. Mais si tu travailles sur le même plan depuis 10 ans, de jour 1 à jour, je sais pas moi, 3650, ça a évolué probablement si tu fais les choses bien. Là. Donc, c'est tout simple, c'est juste logique. Mm-hmm, exact. Puis aussi, c'est le fait de... Tout le monde travaille... Tout le monde est sur la même page, en fait. T'as pas vu qu'il n'y a pas tant de nouveaux que ça. Tout le monde dit la même affaire, tout le monde pense de la même façon. Donc, côté, mettons, vision culture, c'est presque imbattable, là, cette façon-là. Non, t'es dans le mille en disant ça, je pourrais pas mieux dire. Mm-hmm. Je suppose que tu t'es fait repêcher. T'es allé au Combine? CFL? Non, je suis pas allé. Non. T'es même pas allé au Combine? OK, intéressant. J'avais préparé... Non, je n'étais pas allé, non. Tu me dis... OK. Ouais, non. Explique-moi, en fait, j'avais préparé une question à propos de ça, mais... Hey boy.
Ben, écoute, le Combine CFL, c'est très mythique comme événement. Tu change toujours de location. Des fois, c'est organisé pas pire, des fois, c'est organisé un petit peu moins bien que pas pire. Mhm. Moi, j'avais eu la chance, quand j'étais à l'Université Laval, d'avoir un intérêt quand même legit de certaines équipes de la NFL. Donc, j'avais, je m'étais associé à mon agent à l'époque, Sacha Gavami, qui est encore mon agent. Puis on avait monté un plan, puis Glenn nous aidait là-dedans avec les coachs puis les scouts qui lui parlaient que notre objectif en sortant de l'Université Laval, c'était que j'aille dans la NFL, d'une façon Mhm. ou d'une autre, que ce soit par le repêchage ou comme ce qui est arrivé par Priority Free Agent après le repêchage. Ce qui est arrivé, c'est que l'année précédente, le CFL Draft, il était, je me souviens bien, à Winnipeg. Puis j'avais beaucoup d'amis qui étaient allés au Combine. Puis le setup était pas bon. Là, les 40 verges, c'était sur un morceau de tapis. Les gars couraient pas de cleats. Puis c'était comme. C'était pas idéal. Là, Mhm. donc, puis les temps de 40 verges, j'avais certains de mes amis, clairement, c'était des gars qui couraient des 4-5, 4-6. Puis là, ils couraient des 4-8, 4-9, ce qui n'était pas représentatif de leur vrai chiffre. Là, moi, si je voulais avoir la chance d'aller dans une équipe de la NFL, ben, c'est sûr que si je courais, exemple, un 4-9 au lieu d'un 4-7, ben là, je mettais un chiffre à côté de mon nom qui regardait pas bien. C'est sûr qu'aux yeux de la CFL, si je vais au combine puis je suis le D-line le plus rapide, tout est beau. Mais c'est juste que de comparer ce chiffre-là qui est peut-être pas un vrai 4-9, c'était peut-être pas la meilleure chose pour moi. Donc, ce qu'on avait essayé de faire, c'était que si je pouvais aller au combine, juste faire les entrevues, puis pas faire les tests, finalement, ça n'avait pas été nécessairement. Parce qu'il n'avait pas accepté, puis c'était bien correct. Fait qu'on avait fait un pro day à l'Université Laval, tout simplement, Ah, où il y avait sérieux? eu certains. Ouais, fait que, il y avait un pro day, moi, puis Samuel Thomasin, mes bons amis, qui maintenant est coach aux Stingers de Concordia, on avait participé. Puis ça aussi, ça avait été toute qu'une histoire. Là. Il était supposé avoir peut-être 7 ou 9 scouts qui viennent au Pro Day de la NFL parce que Anthony Auclair, il avait participé, il avait fait un Pro Day pour lui quelques années auparavant, puis il y avait eu comme 15-20 scouts. C'était déjà connu, mais là, finalement, méga tempête de neige, il y avait des vols d'annulés, fait qu'il y avait Oh moins my God. d'équipes qui étaient. Ah, mais la tempête des tempêtes. Alexandre Savard, qui était un autre tight end, il s'était blessé à l'ischio, puis il y avait des équipes qui venaient pour le voir, lui, comme 3 ou 4 équipes, qui, quand lui s'est blessé, finalement, ne sont juste pas venus. Fait que, au lieu d'être peut-être 9-10 équipes, il y en a eu, je me souviens bien, 3 à 5. Là, fait que moins qu'anticipé. 3 à 5, c'est bien, là, mais ça ne donne pas tant de chances que ça. Tu as 3 à 5 équipes à impressionner. Là, mais Chicago était là, c'était Brad Obie, le scout qui était là de Chicago, qui avait donné, qui avait poussé pour que je rentre là-bas. Là. Donc, finalement, ça avait bien fonctionné. Puis, point de vue Ligue canadienne, ben, j'ai quand même été repêché. Là, donc, ça n'a pas l'air d'avoir affecté beaucoup là, mon rang de sélection en bout de ligne. Là, mais, fait que non, j'ai pas longue histoire courte, j'ai pas participé au combine de la Ligue canadienne. Malheureusement, parce que j'aurais aimé y aller, j'aurais aimé participer, compétitionner, mais c'est pas arrivé. J'avais quand même participé l'été précédent au East-West Bowl, là, où Ouais, ouais. comme ça, j'avais fait ça, puis il y avait tous les scouts puis tout, qui étaient là, puis j'avais bien été. Là. Donc, ils m'avaient déjà vu, là, mais pas au combine. Ouais, c'est ben, au moins, t'avais vu jouer au foot. Ah, ils m'avaient vu jouer au foot, oui. Tu sais, fait que c'est quand même cool, Puis mais au folle East-West histoire. aussi, il y avait des combines. On a tout Ok, fait les ouais. tests. Il y avait le bench, le vert, le 40 verges, tout ça. Fait il y avait des. Ils m'avaient vu. Mhm. Bref. Aïe, aïe, folle histoire, man. Ça, c'est vraiment sick pour Ouais, vrai. drôle d'histoire, j'ai oublié ça. Effectivement, mais c'est très atypique, surtout pour. Tu sais, t'as pas pris le chemin comme typical d'un gars Non, qui. c'était pas un choix, c'était pas un chemin typique, t'as un peu Ouais, non, raison. exact, exact. C'est. Aïe, aïe. Ben, tu sais, parlons-en. T'as réussi finalement à aller à Chicago. C'était quoi ton expérience là-bas? Comment tu l'as vécu? C'était long. Ah ouais? J'ai pas fait l'équipe, mais le programme hors saison là-bas est interminable. À partir du moment où j'ai signé avec Chicago, le camp des recrues qui dure une longue fin de semaine. Après ça, les OTAs, que ça finit plus. Là, c'est comme 2 mois. Puis là, après ça, un autre 2 mois, un mois et demi de camp d'entraînement. C'était long. Ça a été un ajustement pour moi, dans le sens que, oui, le niveau de jeu était
était élevé, mais je pense que point de vue football, j'étais à ma place. Mais tu sais, c'était un peu la même histoire à Chicago puis à Détroit que j'ai été un peu changé de position. Je jouais Sam linebacker là-bas. Fait que, dans un contexte de pratique, ça allait bien parce que je blitzais beaucoup, j'étais un petit peu moins en couverture. Dans des situations de pass rush, ça allait bien. Mais le point de vue dans les matchs pré-saison, j'ai eu la chance de jouer quand même beaucoup dans les deux places, que ce soit à Chicago quand j'étais à Détroit, mais tu joues une espèce de 43 hybride où je suis sur le coin de la ligne, mais là, en pré-saison, j'étais plus un stack linebacker, ce que Mhm. j'appréciais faire, je trouvais ça super le fun, puis je suis bon. Mais c'est peut-être pas ça dans quoi j'excelle le plus. Là. Fait que j'étais un petit peu en mode découverte, en mode progression, plus qu'en mode performance. Fait que j'étais tout le temps dans un mode apprentissage. Fait que c'était difficile pour moi là, Mhm. de vraiment me sentir à l'aise puis à ma place. Puis d'autant plus que je pratiquais avec les linebackers, fait que j'étais en gros mode apprentissage, versus que ce qui me décevait un peu, c'est que si j'avais joué D-line, ben, même si elle n'avait pas fait l'équipe, je pense que ça aurait été meilleur pour ma game à moi, dans le point de vue progression, là, dans le sens que je partais peut-être d'un niveau de connaissance qui n'était pas très élevé, fait que j'avais une grande progression, mais moi, j'étais plus dans le peaufinement. Là. J'aurais préféré peaufiner mes connaissances, mes techniques en tant que joueur de ligne défensive que d'apprendre une nouvelle position, mais c'était une expérience super positive. Là. Chicago, il venait de bâtir un facility flambant neuf. Là, Ah, nice. la bouffe, il y avait de la bouffe partout. Là, tu ne pouvais pas faire 10 pas sans pas sans trouver un sandwich au beurre de peanut puis confiture. Fait que je mangeais tout le temps, j'étais gros, j'étais fort. La salle de musculation, c'était écœurant. Ils prenaient soin de nous avant d'aller dans nos meetings. On avait des meetings tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y avait des baristas qui nous faisaient des cafés latte. Fait que, What? on était gâtés. C'était vraiment, vraiment cool. Le coordinateur défensif, quand j'étais à Chicago, c'était Chuck Pagano. Il était super hot. C'était le staff qui avait gagné le Super Bowl avec les Ravens au début des années 2000. Fait que c'était vraiment le fun. Là, point de vue football, j'aurais pas pu demander mieux. Là, c'était vraiment le fun de passer de l'Université Laval à Chicago. Là, il y avait zéro à me plaindre. Euh, Puis il y avait des super bons athlètes. C'était vraiment le fun. Là, mais c'était Mhm. point de vue individuel à regarder maintenant. Plus difficile, là, c'est plus difficile quand tu es en mode progression tout le temps. Puis en plus, j'étais super gros parce que les scouts, ils me trouvaient trop petit pour jouer dans la NFL. Fait que j'avais pris de la masse, j'étais rendu costaud au bout. J'avais perdu un petit peu de vitesse, mais dans leur système, j'étais un backup à Leonard Floyd, que lui était 235 livres mouillés, qui était vite comme le feu. Puis, moi, j'étais tout costaud, tout pogué. Là, fait que c'était comme un peu un. Si j'avais pas été aussi gros, j'aurais probablement jamais été dans le building, mais rendu là-bas, c'était un peu désavantageux parce que je suis un peu à mon meilleur quand j'étais un petit peu plus twitchy, plus explosif. Là, Mhm. mais c'est des méchants beaux souvenirs. Là, j'ai juste avoir eu la chance de. J'ai participé à des matchs pré-saison, pas des matchs de saison régulière, mais d'avoir des photos, d'avoir mis l'uniforme, d'avoir côtoyé le terrain avec ces personnes-là, d'avoir joué au Soldier Field. C'est vraiment des beaux souvenirs. Là, fait que je peux pas. Je suis pas à plaindre du tout. Là, c'était vraiment, vraiment une belle expérience. Mhm. C'est sûr, tu sais, je t'écoute en parler, puis c'est sûr que c'est là que tu vois le, le niveau de la NFL. Tu sais, un peu dans tout, que ce soit dans l'installation, dans la Ben préparation oui. des gars, puis... Là, ils prennent ça au sérieux, ça, de le football. Là. Eux autres, ils prennent ça au sérieux. Ouais, non, c'est ça, exact. Ils investissent beaucoup de centaines de millions de dollars pour gagner des matchs le dimanche. Là. Eux autres, Ouais. là, ils sont bien, bien, bien intéressés à gagner des matchs le dimanche. Avant de passer à la prochaine section, est-ce que tu aurais un truc, mettons, à donner pour les joueurs qui veulent aller jouer pro? Peut-être, des fois, ça peut être vraiment de quoi de Hey stupide, boy. mais tu sais, c'est un truc, peut-être. Ah, ben là, les vrais bons trucs, malheureusement, sont plates, là. Mais le meilleur truc, c'est la constance va battre tu sais, le travail acharné. Tu sais, je ne sais pas comment le dire autrement, mais tu sais, moi, je considère que je suis quelqu'un qui travaille quand même fort, point de vue football, tu sais, dans sa préparation physique, son entraînement. Mais tu sais, pour moi, un entraînement, c'est pas. Tu sais, je vais au gym, puis
je me casse à chaque jour, un entraînement de 3 heures de temps, puis là, je suis brûlé. Là, ça va arriver dans mon année, mon calendar year, d'avoir des entraînements plus intenses, moins intenses, mais par exemple, c'est à chaque jour. Mon warm-up à chaque jour, il va durer une demi-heure, 45 minutes. Après ça, mon main lift va durer 30 minutes à 1 heure. Après ça, faire mes extras, après, ça va durer 5 minutes à une demi-heure, dépendamment de mes besoins cette journée-là, mais c'est à chaque jour. Puis avec un de mes bons amis aussi, Marco Dubois, des fois, on s'écrit, puis on doute de notre assiduité au travail. On dit, cette telle personne-là, est-ce qu'il travaille plus fort que moi? Est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on devrait en faire plus? Mais la vérité, c'est que depuis on a joué ensemble au Cégep, maintenant lui, il joue au Red Blacks. On a joué ensemble à l'Université Laval. C'est que depuis qu'on est au Cégep, à chaque jour, on investit dans notre carrière de football d'une façon ou d'une autre, avec un entraînement, une course, une habileté. C'est la constance qui est un conseil plate. C'est selon moi le meilleur, là, parce que c'est la même chose quand tu arrives professionnel. Une saison de 18 parties, c'est long, avec un camp d'entraînement de 1 mois avant. C'est à chaque jour. Puis, si tu t'ennuies à cause que c'est redondant, tu vas être malheureux. Là, donc, nous, cette redondance-là nous allume ou m'allume moi. Ma saison finit ici dans maximum 1 mois et demi. Puis au mois de décembre, janvier, j'ai des collègues, j'ai des teammates qui autres, ils prennent ça relax. Là, mais moi, je vais être de retour dans le gym à faire le minimum que j'ai à faire pour essayer de garder ma forme physique pour que quand je recommence en janvier, pour vrai, j'ai pas de setback. Là, c'est la constance. Puis je le dis en t'écoutant, si quelqu'un veut jouer pro aussi, c'est un classique. Tout le monde a des forces, des faiblesses. Là, fait que c'est de mettre l'emphase sur ce que tu es bon à faire. Si tu es très bon, exemple, à être un pass rusher, à attraper des ballons, tu as des bonnes mains. Attrape des ballons pour être sûr que tu as des bonnes mains. Puis ce que tu es moins bon à faire, ben, essaie de peaufiner un peu. Essaie d'être très, très bon dans ce que tu es excellent. Puis ce que tu es moins bon, essaie de pallier le plus possible à ça. Mais évidemment, pour jouer professionnel au football, il faut que tu cours vite. Là, fait que ça, c'est un conseil qui me sort. Mais c'est vrai, il faut que tu cours vite. Moi, quand ma première année à Laval, JP Bolduc, c'était notre free safety partant. Il m'avait dit, moi, je veux dans CFL. J'étais, good for you. Mais c'était un bon free safety, mais c'était pas un all-world free safety. C'était notre partant, il était super bon, capitaine de la defense, comprenait bien le football. Mais il m'avait regardé dans les yeux, il m'a dit, ouais, mais moi, je fais 6 pieds, 6 pieds 1, je suis costaud, puis je cours aussi vite que n'importe qui. Il dit, moi, dans CFL, tu peux mettre sur n'importe quel special team, bloquer. Je te dis pas de bloquer le meilleur joueur de l'autre équipe, mais un gars, c'est special team, je peux le bloquer, je cours assez vite. Mais la vérité, c'est que si tu cours pas vite, dans CFL, tout le monde est rapide. Dans NFL, tout le monde est rapide. Fait que si t'es pas vite, tu pourras pas jouer. Fait que c'est deuxième conseil qui va de soi, là, mais si on peut, cours vite. C'est un autre bon conseil que je peux te donner. Si tu cours pas de track, cours du track, fais de la plio, cours vite, ça va être un autre bon conseil. Juste point de vue football. Merci d'amener ce point-là sérieusement parce que tu vois, j'ai invité plusieurs préparateurs physiques, j'ai invité plusieurs coachs, plusieurs joueurs sur le podcast jusqu'à date, puis pas beaucoup m'ont sorti justement l'aspect de il faut que tu cours, il faut que le sprint, il faut que tu travailles sur ta vitesse. Ça doit être un aspect de ton entraînement. Tu n'as pas le choix parce que, first, le football, c'est un sport de locomotion, tu es tout en mouvement, mais c'est ici que tu viens de le dire. À ce niveau-là, tout le monde court vite. Fait que je parle, est-ce que c'est plus un atout qu'une façon de différencier des autres quasiment? Là? Ouais, mais c'est parce que c'est un faut que tu l'aides. Nous, notre meilleur receveur ici, Keon Hatcher, il dit, moi, je suis un receveur, je cours tout le temps. Tu vas jamais me brûler, je cours. Puis that's it. Moi, dans les matchs pré-saison, je le sais vite qui va faire l'équipe, qui fera pas l'équipe, dans le sens que quand je joue sur punt, puis il y a du monde qui essaie de me bloquer sur punt return, moi, je suis un joueur qui est rapide, je suis costaud, mais si t'es pas de courir avec moi, bonne chance de courir les linebackers plus petits que moi. Là, fait que quand il y a des joueurs de d'autres équipes qui sont trop lents, ils ne seront pas capables de jouer tout simplement. Fait que courir, être en forme. J'ai vu un extrait du podcast à Julian Edelman l'autre jour. C'était random ce qu'il disait, mais il disait, moi, 2 à 3 reps dans une game,
je battais la personne qui me couvrait parce que j'étais plus en forme que lui. Tu sais, lui était un peu fatigué, il prenait une rep un peu off, puis moi, vu que j'étais en pleine forme, je le brûlais juste par conditioning. Tu sais, fait cours, soit vite, cours, soit en forme, puis juste ça, ça va t'aider. Tu sais. Ce conseil-là, ça l'a résonné en moi parce que moi aussi, je le vois des fois. Tu sais, peut-être que j'ai une rep que je gagne parce que l'O-line est un peu plus fatigué que moi, Mhm. puis là, j'ai un meilleur get-off que lui, puis je l'ai juste parce que lui, je ne vais pas le traiter de paresseux, mais il a pris une rep au lieu d'être à 100%, il était peut-être à 90, puis moi, mon 100%, ben, ce 10%-là va vraiment m'avantager. Là, c'est court, soit vite. Ça, c'est un bon conseil, cours vite. C'est ça, exact. Puis en fait, c'est le fait de t'entraîner qui te permet de garder cette constance-là dans tes reps, quand tu Ben oui, joues sur le terrain exact. de foot. C'est intéressant que tu me dises ça parce que c'est Anthony Gosselin qui m'avait dit ça des Red Blacks. Il m'avait dit, tu sais, la qualité d'un joueur de foot qui est pas assez parlé, selon lui, c'est d'être disponible. Parce qu'il y a énormément de bons athlètes, Ouais. mais ils se blessent. Donc, c'est intéressant de voir que c'est de la façon de comment, ben, tu sais, même après plusieurs années dans le CFL, tu continues à t'entraîner justement pour garder cette constance-là, mais aussi, ben, c'est peut-être une façon de gagner ta rep, tu sais, que les Ouais, autres. puis disponible aussi. C'est sûr que si t'es blessé, tu progresses pas pendant ce temps-là. Ce qui est malheureux, moi, écoute, j'ai eu la chance d'avoir aucune blessure sérieuse depuis que je joue au football, mais quand tu te blesses, une blessure qui te fait t'absenter plusieurs semaines, ben, t'es pas en train de progresser, tu es en train d'essayer de revenir au stade où tu étais. C'est ça. C'est ça qui est difficile avec les blessures, en plus de ça. Ben, Mhm. Ben, c'est ça. De là vient l'aspect de ben, l'extra que tu fais dans le gym, puis la façon comment tu le fais, puis tu le fais bien. Ça te permet justement de jouer au niveau que tu es capable. L'affaire qui est. En 2019, quand tu es rentré dans le CFL, t'as-tu eu un Mhm. Welcome to the League moment? Euh, non, je peux pas dire ça. Je pense que le monde essaie de me faire plus peur que d'autres, là, que d'autres choses. Là. Je me souviens, on jouait contre BC quand j'étais à Edmonton. Toutes les D-lines me disaient c'était Joe Figueroa, le left tackle de BC. Moi, je savais même pas c'était qui. Lui, tu peux pas le laisser te puncher. Il punch trop fort, il va te briser les côtes. Genre, c'est exagéré. Là, je jouais contre des bons lines, il ne brisera pas les côtes. Il m'avait fait plus peur que d'autres choses. Finalement, il était bien bon, le gars. Puis j'ai joué avec lui après. Mais non, pas vraiment, là, honnêtement. Oui, ça arrive que tu te fais geler dans une game, là, mais tu laisses ton écho de côté, je pense que ça arrive à tout le monde. Puis, Mhm. that's it. Là. Mais non, je suis pas prêt à dire qu'il y a eu un moment où j'étais, wow, j'étais pas prêt pour ça ou des trucs du genre. Là. Mhm. Selon toi, c'est quoi la grosse différence entre un DN de la Ligue canadienne puis ceux de la NFL? Pourquoi je t'ai dit ça? Parce que j'ai vu une entrevue de Kyler Mhm. Murray qui disait que la position qui l'a le plus impressionné, qui a vu un changement drastique entre la NCAA et la NFL, il disait que c'était au niveau des D-end. Il dit ces gars-là sont énormes, sont plus rapides que tout le monde sur le terrain, ils sont autant fit que les linebackers et les running backs. Il dit c'est des fous athlètes. Puis c'est là qu'il a remarqué la différence. Donc, je suis quand même curieux de t'entendre là-dessus. Y a-tu vraiment, tu sais, first, entre les deux ligues, y a-tu vraiment une différence? Mais aussi, c'est un peu, je veux t'entendre sur qu'est-ce qu'il a dit, en fait. Ouais, ben, écoute, sur ce qu'il a dit, c'est sûr que j'ai apprécié pour ma paroisse, mais je peux quand même dire que je suis d'accord que, du point de vue strictement athlétisme, beaucoup de déliés défensifs que oui, c'est des gens qui sont grands, rapides, gros, forts, explosifs. Fait que beaucoup d'anciens joueurs de basket, certains comme moi, des anciens redoutables joueurs de hockey aussi. Fait que non, je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'ailiers défensifs, que c'est peut-être dans les meilleurs athlètes sur le terrain. À chaque hors-saison, là où je m'entraîne avec mon préparateur physique Gordo, il y a des jeunes demi-défensifs qui essaient de se convaincre eux-mêmes que c'est eux les athlètes les plus redoutables sur le terrain. Mais je pense ils font juste berner eux-mêmes. Là. Donc, je suis un Mhm. peu d'accord avec Kyler Murray que ce serait les alliés défensifs. Puis, point de vue différence, Ligue canadienne, NFL, je pense que la différence entre chaque position est un petit peu la même là, pour les deux ligues. Que je pense vraiment pas que les meilleurs ailiers défensifs de la Ligue canadienne sont de façon significative inférieurs aux athlètes dans la NFL. Avec bémol, là, que j'en parlais tantôt, là, des exceptions, là, comme je parlais Hutch, Khalil Mack, Aaron Donald, que ces joueurs-là, ben,
tu les retrouves pas dans la Ligue canadienne. Il y a certains joueurs que je ne veux pas tous les nommer, là, mais les joueurs qui à chaque année sont All-Pro dans la NFL, c'est les meilleurs points. Là, mais des joueurs de rôle dans la NFL, je ne suis pas prêt à dire qu'ils sont nécessairement significativement meilleurs qu'un des bons joueurs de la Ligue canadienne. Là, puis ça peut être plein de raisons pourquoi il y a des joueurs dans la Ligue canadienne comme, je ne sais pas moi, Javon Cottoy, Nathan Rourke, Kenny Lawler, qui ne sont pas dans la NFL. C'est peut être question de circonstances ou des trucs du genre, mais je suis assez à l'aise de dire que c'est pas tous les joueurs qui sont sur le bottom tier d'un roster de la NFL qui viendraient dans la Ligue canadienne qui auraient autant d'impact que les meilleurs joueurs de la Ligue canadienne dans cette ligue-là. Puis aussi, c'est une question de fit. Là, juste comme moi, par exemple, j'ai joué au football canadien à l'université. La Ligue canadienne, c'est du spread offense, c'est beaucoup de passes. Moi, je suis un pass rusher. Fait que c'est sûr que c'est une ligue c'est un style de jeu qui me convient bien, là, versus que dans la NFL, c'est sûr que les early downs, que quand ça joue du 21, du 12, du 13 personnel, ça court du lead, ben là, tu joues hors de mon skill set aussi. Là, donc, tout dépendamment, là, mais je suis pas prêt à dire que c'est un petit peu ma réponse là, à ce niveau-là, là, que ça se vaut. Astérix, les meilleurs joueurs de la NFL, là, oublie ça, là, eux autres, ils ont vraiment une coche de plus que n'importe qui. De toute façon, Ocho Cinco l'avait dit justement dans son podcast que lui, quand il est venu jouer avec les Alouettes, il dit, man, il faut arrêter de penser que la CFL, c'est pas du bon football. Le niveau de la CFL est très, très, très legit. Puis il l'a dit aussi, il y a plusieurs gars dans la CFL qui auraient le talent de jouer NFL, juste que le fit n'est pas là. Ah, ben là, le niveau, ça, c'est sûr que ça parle de lui-même. Là. Je veux dire, pour n'importe qui est assidu, qui regarde des parties, là, ça, encore une fois, je prêche pour ma paroisse, là, mais je suis. Il y a un gros pourcentage des games que tu regardes dans une saison de la Ligue canadienne là, que tu as tout qu'un spectacle, honnêtement, le point de vue performance. Puis c'est. Dans la NFL, il y a des parties qui sont plus brouillons. Si tu regardes toutes les games de la NFL dans une saison, même chose dans la Ligue canadienne, même chose dans n'importe quelle ligue. Mais dans la Ligue canadienne, si tu regardes tous les matchs, là, il y a des bonnes chances que tu aies beaucoup, beaucoup de parties qui vont être divertissantes, point de vue spectacle, point de vue performance, là, des méchantes bonnes games. C'est sûr que moi, j'écoute toutes les parties, là, puis en tout cas, c'est fun pas mal à écouter cette ligue-là. Mm-hmm. J'ai préparé un nouveau segment pour le podcast. 10 questions en 60 secondes. Oh boy, OK. C'est des questions à réponse rapide. Vas-y comme tu le fais. C'est beau. C'est bon? Le bloqueur le plus fort que tu as affronté dans ta carrière? Joel Figueroa. Ton rituel d'avant-match que personne ne connaît? J'écoute Promontory, une chanson qu'on écoutait avant de rentrer sur le terrain à l'Université Laval. Ton repas préféré d'après-match? Après-match, hamburger frites. Le coach qui t'a le plus challengé dans ta carrière? Challenger Martin Apostol. Une erreur que tu vois souvent chez les jeunes D-line? Essayer de prendre du poids. Intéressant. Si t'avais pas été un joueur de foot, t'aurais fait quoi aujourd'hui? Astronaute. Ton film ou série préférée? Moneyball. J'allais dire ta chanson d'avant-match, mais tu me l'as un peu déjà dit. Hein? C'est dit. Si tu pouvais rejouer un match dans ta carrière, ça serait lequel? Bol d'or juvénile 3A 2011 contre mon bon ami Sam Chénard. Wow! Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans le football? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans le football? Là, j'ai été rapide, mais jusqu'au dernier, ça m'a ralenti. T'es un peu tricky, celle-là. Je vais y aller avec quoté Shérif Nicolas, Trust the process. C'est bon, ça. J'ai aimé ça, une erreur que tu vois souvent chez les jeunes D-line, prendre du poids. Ouais, ben je dis jeune D-line en général. Quand je vois beaucoup de jeunes, je m'entraîne, puis je vois des jeunes qui vont passer de juvénile à collégial à universitaire, puis eux, ils voient, même universitaire à pro, des joueurs plus gros. Je vais prendre du poids.
c'est correct, mais à un moment donné, tu as un poids où tu performes que c'est ça ton poids. Là, puis c'est, par exemple, un jeune O-line secondaire qui voit Trent Williams dans la NFL qui fait 6 pieds 6, 340 livres. C'est comme, mais moi, il faut que je pèse 300 livres si je veux dans la NFL. C'est vrai, mais tu n'as pas besoin de peser 300 livres au niveau secondaire ou collégial. Là, tu vas être en masse habile comme joueur de ligne offensive à peser 240, 250 livres, puis gagner 5-10 livres de masse par année jusqu'à atteindre ton objectif que si tu prends tout d'un coup. Là, puis moi, j'avais fait, je vais dire la même erreur là, quand j'avais pris à peu près 20-25 livres de masse pour me joindre aux Bears de Chicago. J'avais un peu fait parce que j'avais pas le choix, parce que c'était une demande des scouts qui me suivaient, mais ça avait, je trouve, affecté négativement ce que je faisais de bien, d'être explosif, d'être twitchy. C'est difficile de prendre autant de poids puis d'être aussi rapide. Surtout au Québec, si tu veux jouer universitaire dans la RSEQ, U-Sports en général, c'est une ligue extrêmement rapide. Collégiale, maintenant, c'est une ligue super rapide. Que si tu prends du poids et tu perds de la vitesse, ben, je pense que c'est à ton détriment point de vue football. Là, donc, juste d'essayer de rester. Reste le même niveau d'athlétisme que tu es, entraîne-toi, mange bien, puis toutes les choses organiquement, en règle générale, vont t'aider à ce niveau, vont s'occuper d'eux-mêmes. Mm-hmm. Chaque chose a son temps un peu. Exact. J'aimerais qu'en finissant, on parle un peu du rôle de D-line. En fait, selon toi, c'est quoi les qualités principales, tu penses, qu'un D-line devrait développer? Il y en a quand même beaucoup, mais tu sais, dépendamment de ton niveau. En fait, non, peu importe ton niveau parce que ça change, mais get off, ce serait mon numéro 1, d'être le plus explosif en sortant du ballon, ce serait 1. 2, avoir des mains furtives, une bonne technique de pass rush, de comment de défaire des blocs, parce que c'est comme ça que tu es un bon D-line, c'est de battre des blocs. Donc, comment tu fais pour te battre des blocs, ce serait 2. Puis 3, s'il y en avait un troisième à donner, ce serait ton football IQ de façon générale, comme joueur de ligne défensive. Donc, comment reconnaître un jeu de course, un zone scheme, un man scheme, des pullers, c'est quoi comment ton O-line va te setter? C'est-tu un set vertical, un set horizontal? T'as-tu le man side, le zone side? T'as-tu un chip? Comment je rush versus un 4-man rush, un 3-man rush, quand j'ai une pression à l'opposé de moi, quand j'ai une pression de mon côté. C'est juste de reconnaître le plus de situations possibles qui, ultimement, va me ramener à mon point 1 qui va te permettre de jouer plus rapidement. Très bon. Ouais. Sur le plan, tu sais, mettons, sur le plan un peu, quand tu analyses, comme tu parles, tu sais, côté IQ. Quand toi, tu te places, mettons, situation de match, c'est quoi tes Q? Qu'est-ce que tu regardes en premier? Ça dépend-tu de ta situation? Ça dépend... Ouais, ben je regarde quand même beaucoup de choses pre-snap. Là, première chose, c'est le personnel de l'autre équipe. Si tu douces à un fullback, est-ce que c'est un fullback, un O-line? Est-ce que c'est 5 receveurs? Déjà là, ça me donne un bon indicatif de c'est quoi la stratégie offensive de l'autre équipe. Fait que ça, c'est 1. Où est-ce qu'ils sont sur le terrain? Parce que plusieurs équipes, du moins dans la Ligue canadienne, qui ont quand même des tendances fortes, dépendamment, sont où sur le terrain, sur quel type de jeu qu'ils vont bloquer ou qui vont rouler. Après ça, ben, une fois que l'attaque se place, bon, ben, c'est quoi le backfield set? C'est-tu un near set, un far set, un pistol set? Parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'équipes qui ont des tendances par rapport à ça, quand pistol vont courir plus des gap schemes, plus des wide zone schemes, versus que near far, ça va plus être des jeux de passe. Fait que ça, je regarde tout le temps le play clock pour savoir il est rendu à combien, parce que je sais qu'ils peuvent reset leur offense si le play clock est plus proche de 20. Si on tombe en dessous de 10 à 6 secondes, je sais que je peux avoir un départ qui est un petit peu plus agressif parce qu'il y a moins de chances qu'ils reset l'attaque. Puis finalement, parce que tu m'as posé la question, fait que là, c'est quand même beaucoup de choses que je te dis. La ligne offensive regarde un petit peu leur split. Des fois, il y a des équipes qui ont des splits plus grands ou plus petits, dépendamment si c'est un jeu de course ou un jeu de passe, puis que les tackles sont un petit peu plus offset par rapport aux gardes. Fait que ça me donne une meilleure indication sur si ça va être un jeu de course ou un jeu de passe. Fait que ça me donne un edge sur le jeu de savoir d'avance c'est quoi qui va se passer parce que mon temps de réaction est d'autant plus avantagé à ce niveau-là. Bref, je regarde quand même beaucoup de choses maintenant que je m'écoute parler pre-snap. Mais c'est fou, pareil, ça, c'est I guess que c'est rendu tout du muscle memory un peu. C'est rendu que ça c'est instinctivement, c'est une habitude. Fait que tu y penses plus, fait que tout se fait quick, mais c'est fou à quel point que tu regardes des affaires. Ouais. Ça, c'est moi. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais ça, c'est moi. Non, mais tu sais, je parle...
comme, c'est parce que l'affaire qui est le fun, qu'on ait pris le temps aujourd'hui de parler ensemble, c'est que justement, tu sais, ça paraît pas, mais tu sais, tous les petits trucs comme tu viens de donner là, qui est peut-être que pas tout le monde fait comme toi puis regarde tous ces petits trucs-là, mais peut-être que tous ces petits trucs-là, c'est ce qui t'a permis d'avoir une saison à 18 sacs, puis cette année, avoir 14 sacs, puis tu sais, être dominant Non, au... non, c'est sûr. Non, non, mais je te confirme que ça en fait partie. Là, C'est ça, le exact. pre-snap, de savoir. Quand je parle de football IQ, c'est du monde qui appelle ça de la visualisation, de jouer le jeu avant que ça se joue. Mais toutes les informations que tu peux avoir qui peuvent t'aider à gagner ta rep, il faut que tu les prennes. Là, parce que c'est pas facile de gagner des reps, là, surtout dans CFL. Là, le ballon, il sort vite. Là, fait faut que tu sois capable de. Des fois, j'appelle ça tricher. C'est pas tricher, là, mais de cheat a rep dans le sens que tu essaies de savoir ce que l'autre équipe fait avant qu'il le fasse. Tout joueur de football, s'il savait ce qui se passait avant le jeu, on serait meilleur. Tu essaies d'anticiper. Là, ça, c'est certain. En finissant, dernière question pour toi. En fait, c'est pas une question. Si tu avais un message à donner pour la prochaine génération d'athlètes qui aspirent à jouer professionnel ou peu importe, si tu as juste envie de... Si tu avais un micro pour leur parler présentement, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais honnêtement que je suis encouragé pour la prochaine génération d'athlètes. Moi, je suis un des optimistes qui a l'impression que ma génération de joueurs de football était meilleure que la précédente ou que celle qui me précédait. Puis je suis de l'opinion que celle qui va me suivre va être meilleure que ma génération d'athlètes. Ça fait quand même un bon nombre d'années que j'évolue dans la Ligue canadienne, puis je vois beaucoup de jeunes joueurs avec énormément de talent qui rentrent dans la Ligue canadienne. Donc, je suis très, très, très encouragé, puis j'ai hâte de voir vers où le sport va s'en aller. Il y a toujours du changement dans le sport, dans le football, puis je pense que jusqu'à présent, ça a été pour la majorité pour le mieux. Donc, j'ai bien hâte de suivre la prochaine génération d'athlètes. Parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes passionnés qui essaient de se dépasser, puis d'atteindre des plus hauts sommets, puis de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Puis je les encourage évidemment à le faire selon leur cheminement à eux, puis leurs intérêts. Puis j'ai bien hâte de voir ce qui nous attend pour la suite. Mathieu Betts, merci d'avoir pris de ton temps un peu, discuter aujourd'hui. C'était vraiment le fun d'avoir pris le temps de jaser avec toi aujourd'hui, comprendre un peu ton mindset, mais aussi la façon comment tu vois le football puis comment tu l'as amené dans ta carrière pour prendre avantage de ça puis avoir du succès dans notre Ligue canadienne. Merci sérieusement, très apprécié d'aujourd'hui. Ça me fait énormément plaisir. Encore une fois, William, continue ton beau travail d'essayer de mettre en lumière les différents acteurs du football au Québec de façon générale, parce qu'on a beaucoup de bons joueurs au Québec, on a beaucoup de bons coachs puis de bons acteurs de façon générale qui aident les jeunes à atteindre leurs objectifs. Puis c'est vraiment généreux de ta part de mettre ça en lumière.